Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République a félicité ce samedi les étudiants algériens distingués en finale mondiale du concours Huawei des TIC à Shenzhen en Chine. Une reconnaissance qui salue leur talent mais aussi les efforts engagés pour hisser l'Algérie au rang des pays les plus innovants. Le président de la République a présenté ses condoléances à la famille du grand réalisateur et producteur Mohamed Lakhdar Hamina, décédé hier à l'âge de 95 ans. Ce soir, un hommage sera rendu à ce grand nom du cinéma algérien. La France se précipite vers une démocratie fragmentée, le climat est tendu, l'obsession identitaire aujourd'hui revendiquée prend de l'ampleur. Les grands discours républicains font de l'exclusion une véritable stratégie d'État. Et puis nous terminerons par le gala du Conseil mondial de la diaspora algérienne qui a rassemblé à Paris hier plus de 750 membres de notre communauté. Des professionnels venus de tous horizons mobilisés autour d'un objectif: renforcer les liens entre les Algériens d'ici et d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité aujourd'hui les étudiants algériens distingués en finale mondiale du concours Huawei des technologies de l'information et de la communication organisé dans la ville de Shenzhen avec fierté. Je félicite nos étudiants qui ont obtenu des résultats inédits parmi 114 pays en finale mondiale du concours Huawei des TIC à Shenzhen en Chine, a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Avant d'ajouter, je tiens également à féliciter nos écoles nationales et nos universités des wilayas de Sétif, Béjaïa, Sidi Bel Abbès, Alger et Oran pour avoir atteint ces niveaux d'excellence reconnus à l'échelle mondiale. Merci à vous tous, a conclu le président de la République. L'excellence algérienne s'est donc une nouvelle fois illustrée en Chine. En tout, 14 étudiants algériens se sont distingués lors de cette finale mondiale du concours Huawei des TIC à Shenzhen, en remportant 4 prestigieux prix. Une performance qui confirme le niveau remarquable de nos talents dans les technologies de pointe et consacre les efforts menés pour placer l'Algérie sur la carte mondiale de l'innovation. Rauf Hamouche. Sur la plus haute marche du podium de l'une des prestigieuses compétitions mondiales dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, l'Algérie emmenée par ses étudiants qui se sont distingués et ont marqué l'histoire. C'est à Shenzhen, en République populaire de Chine, que l'exploit a été réalisé. Un triomphe académique exceptionnel pour l'Algérie lors de la grande finale de la compétition Huawei ICT 2025. Avec plus de 2000 étudiants venus de 14 pays, la concurrence était rude. Mais grâce à leur persévérance, leur rigueur et leur créativité, les jeunes talents algériens ont su imposer leur savoir-faire et porter haut les couleurs nationales. Nous sommes très heureux d'avoir décroché cette première place. Je dédie cette victoire au président de la République, au ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que tout le peuple algérien. Ce projet repose sur un modèle d'intelligence artificielle capable de détecter et de prédire diverses maladies, tout en automatisant les diagnostics radiologiques et la production de rapports médicaux. Remporter le Grand Prix dans un domaine qui connaît une grande compétition est une reconnaissance précieuse. Ce prix marque une avancée significative. C'est une réussite collective qui nous positionne aujourd'hui parmi les références mondiales du domaine. L'Algérie continue de rayonner à l'international grâce aux performances remarquables de ses talents, issus de la communauté universitaire. Ces succès ne sont pas le fruit du hasard. Ils traduisent une vision stratégique, lucide et tournée vers l'avenir. Derrière ces parcours brillants, une université algérienne en pleine transformation. Nous sommes l'équipe Network de l'ESI Alger et nous avons décroché la première place. Nous tenons à remercier le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour son soutien constant aux étudiants. L'Algérie récolte aujourd'hui les fruits de ses efforts continus pour mettre en place les mécanismes et les fondations nécessaires à son leadership dans les domaines de la recherche, de la science, de l'innovation et des technologies.
Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé ce matin au siège de la Direction générale de la sécurité intérieure la cérémonie d'installation officielle du général Ait Arabi Abdelkader dans les fonctions de directeur général de la sûreté intérieure en remplacement du général Haddad Abdelkader. Cette cérémonie d'installation a été une occasion pour le général d'armée de se réunir avec les cadres de cette direction, durant laquelle il leur a donné des instructions et orientations d'ordre pratique, notamment en termes de rigueur, dans l'accomplissement des lourdes missions qui leur incombent et qui requièrent de consentir davantage d'efforts persévérants et loyaux afin de parfaitement s'en acquitter. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté hier ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du Moudjahid, grand réalisateur et producteur Mohamed Lakhdar Hamina, décédé hier à l'âge de 95 ans. En 1975, Mohamed Lakhdar Hamina offrait à l'Algérie sa première Palme d'Or à Cannes avec Chronique des années de Braise, un film devenu un symbole, un film qui retrace l'histoire de l'Algérie durant la guerre de libération nationale. Mohamed Lakhdar Hamina est considéré comme un des pionniers du cinéma algérien. Aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, ce chef-d'œuvre restauré revient sur la croisette sans lui. Un hommage au cinéma, à l'histoire et un homme qui a su redonner la parole à tout un peuple longtemps réduit au silence. Raouf Hamouche. Mai 1975, Festival de Cannes. Sur les marches du palais, des silhouettes en djellaba et en tenue traditionnelle algérienne avancent, fièrement, presque hors du temps. Ce jour-là, le cinéma mondial s'apprête à vivre un moment d'histoire. Le film s'intitule Chronique des années de Braise. Son réalisateur, Mohamed Lakhdar Hamina. L'Algérie entre alors au panthéon du 7e art. Cannes 1975, Chronique des années de Braise, réalisée par M. Lakhdar Hamina. La Palme d'Or lui est décernée, une première historique pour un film arabe et africain. Ce long métrage est un hommage vibrant à la résistance populaire, à la guerre de libération, à la mémoire collective de tout un peuple. Tout à fait mérité parce que c'est le monde entier qui a reconnu son talent à travers la Chronique des années de Braise. Chronique des années de Braise, c'est vraiment flamboyant. C'est un hommage à l'Algérie, c'est un hommage à son histoire. Et c'est un film très courageux aussi parce qu'il a imposé son style, il a imposé également la grandeur de l'Algérie. Il est lié à cette grandeur et je pense que là on a perdu quelqu'un de très important. On l'a perdu mais il reste dans l'histoire. La preuve, cet hommage national et international fait que Lakhdar Hamina, peut-être l'homme est mort mais l'artiste n'est pas mort. Lakhdar Hamina, cinéaste visionnaire, fut aussi un symbole de la lutte et de la résistance algérienne. Un moudjahid ayant contribué à la libération de son pays. À travers ses images, il a raconté l'Algérie comme peu l'avait fait avant lui, avec force, poésie et vérité. Des scènes qui ont fait connaître au monde entier l'héroïsme de la glorieuse révolution algérienne. Né le 26 février 1934 à Msila, issu d'une famille modeste des hauts plateaux, Mohamed Lakhdar Hamina a connu très tôt la douleur de la colonisation pendant la guerre. Son père avait été enlevé, torturé et tué par le colonisateur français. Très vite, il choisit l'image comme son arme et rejoint à Tunis les rangs de la révolution algérienne. À travers le film Chronique des années de Braise, Hamina offre au public un véritable chef-d'œuvre. Pendant 2h20, il fait revivre au public une Algérie oubliée qu'on redécouvre, celle des révoltes paysannes, des humiliations, des rêves brisés, mais aussi de la Renaissance. En 50 ans de carrière, il réalise un documentaire et 7 films. 50 ans après sa consécration, Chronique des années de Braise fait un grand retour à Cannes, restauré, réhabilité, présenté à une nouvelle génération pour résonner encore plus fort. Mohamed Lakhdar Hamina n'a pas fait le voyage, mais son œuvre, elle, parle encore fort. Pour tous les cinéastes algériens et même certains étrangers, il reste une référence. C'est une référence de qualité, c'est une référence également de rigueur, de grandeur, de splendeur. Et c'était, je voudrais dire que c'était mon ami aussi. Notre amitié était très solide, il me cherchait tout le temps et j'avais
grand plaisir à travailler avec lui, à bavarder avec lui, à rester avec lui, parce que c'était un homme qui vous irradiait. C'était un homme qui avait un charisme extraordinaire. Il aimait les gens, il aimait le peuple, il aimait le Sud, il aimait. Pour moi, Khadr Hamina, c'est le monsieur, quand il met son œil à la caméra, il y a les espaces qui s'ouvrent. Réalisateur, artisan de mémoire, Mohamed Khadr Hamina aura consacré sa vie à raconter celle des siens en mêlant beauté, rage et dignité. Une émission spéciale sera diffusée ce soir juste après le journal de 20h. Elle reviendra sur le parcours exceptionnel de feu Mohamed Khadr Hamina. Des images d'archives, des témoignages et des extraits de ses œuvres retraceront l'itinéraire d'un artiste qui a porté l'histoire de son peuple à l'écran. Une émission qui vous sera présentée par Emile Nabesh. En France, le climat politique est toujours aussi tendu. Les propos racistes de figures de l'extrême droite se banalisent peu à peu. Ce qui relevait hier du dérapage est aujourd'hui revendiqué comme ligne politique. Le discours du ministre français de l'Intérieur, Retailleau, n'a plus rien de voilé, justement. L'obsession identitaire prend de l'ampleur et les grands discours républicains font de l'exclusion une véritable stratégie d'État. Rina Lerari. La France d'aujourd'hui semble se réjouir de renouer avec son passé colonial à travers un néocolonialisme qui a tout d'une véritable recolonisation qui ne se fait plus par les armes mais par les discours haineux et les lois inopinées de ses institutions. Le tout se résume en une seule personne controversée, Bruno Retailleau. Figure notoire de l'extrême droite française, Retailleau est connu pour ses propos islamophobes, pour sa haine publique et répétée envers des minorités et qui se retrouve aujourd'hui de surcroît à la tête d'un portefeuille sensible censé garantir la sécurité de tous. Rappelons que cet homme nommé M. Retailleau vient du Mouvement pour la France, de Philippe de Villiers, fier et officiel ennemi éternel de toute migration non blanche et des musulmans. C'est donc un islamophobe et ennemi des minorités assumé qui va s'occuper de la protection des musulmans et des minorités en France. Et on pourrait imaginer qu'une fois au pouvoir, au ministère de l'Intérieur, M. Retailleau va se calmer. Mais pas du tout. Durant ces 30 dernières années, on a dénigré en France, de manière de plus en plus visible, les personnes non blanches dans les médias, en disqualifiant leur culture. Retailleau ne s'en est pas privé. Mais en utilisant aujourd'hui des mots comme ethnique, en appelant à l'acte anti-voile, en mettant autant de distance entre lui et les non-blancs, l'actuel ministre de l'Intérieur ramène un langage et des postures relevant d'un racisme décomplexé, conscient, assumé et pas loin d'être néobiologique. Les choses sont très claires et là où je suis au ministère de l'Intérieur, je ne laisse rien passer. Je ne lâche rien. Pour moi, le voile ne sera jamais une marque de la liberté parce que c'est un vrai marqueur de la soumission. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Avec Retailleau, ce n'est plus une dérive, mais c'est carrément un projet politique clair et structuré où le racisme, à tout point de vue, n'est plus dissimulé, mais pleinement assumé. Instrumentalisant l'immigration, la religion et les origines, le ministre de l'Intérieur stigmatise et divise depuis le cœur même de l'État. Et dans cette croisade, le voile n'est plus ce simple morceau de tissu, mais devient une obsession. Une rhétorique qui rappelle les vieux réflexes coloniaux, ceux qui faisaient du voile un obstacle à arracher. Tous les islamistes souhaitent que les femmes soient voilées. Très étrange lapsus, non, pour un ennemi des femmes voilées. Mais en fait tellement logique, car haine des femmes voilées et viol ont par le passé fait très bon ménage. Et on sait par ailleurs comment le viol a été une arme de guerre systématique utilisée par les Français durant la guerre d'Algérie. L'obsession identitaire de Bruno Retailleau dépasse largement les frontières de l'Hexagone, s'étendant jusqu'à l'Algérie, devenu un symbole à abattre. Glorifiant la colonisation, il nie les crimes et piétine la mémoire, gouvernant avec un mépris érigé en une doctrine d'État. Ajoutons à cela la haine obsessionnelle de Retailleau contre l'Algérie. M. Retailleau a également récemment dit que l'immigration n'est pas une chance pour la France et que les enfants de migrants étaient parfois dans une sorte de régression vers les origines ethniques. Je cite. Affirmant cela, Retailleau dit haut et fort aux descendants de migrants que la culture de leurs parents est rétrograde. Pour info, M. Retailleau est lui d'ethnie vendéenne catholique pratiquante. Le ministre de l'Intérieur a aussi affirmé que la colonisation, ça a été également des heures qui ont été belles. Liberté, égalité et fraternité, ces mots gravés sur les frontons républicains peinent à trouver un écho. Sous Bruno Retailleau, ces valeurs sont piétinées, effacées et vidées de leur sens. La République devient à géométrie variable et la France court vers une démocratie fragmentée et fissurée.
Et puis ce scandale qui secoue les coulisses du pouvoir entre Paris et Rabat, une affaire explosive d'espionnage et de chantage refait surface, met en cause directement le régime du Marzen. Au cœur des révélations, un avocat aujourd'hui hospitalisé dans des conditions assez troubles après avoir exposé des faits sensibles. On parle d'accusations, de corruption, d'intérêts partagés, d'une alliance dans les plus hautes sphères de l'État. Belinda Miss. Le scandale entre Paris et le régime du Marzen se succède après la révélation d'une affaire d'espionnage et de chantage flagrant menée par les services de renseignement du Marzen contre des responsables au plus haut sommet du pouvoir français. Ces derniers ont été victimes de chantage portant sur des scandales de corruption financière et morale. L'avocat Juan Branco, qui a récemment révélé ces informations secrètes et compromettantes, s'est retrouvé dans un état de santé critique après avoir exposé le scandale il y a quelques jours. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher la question de la responsabilité du Maroc en tant qu'État dans la gangrène de narcotrafic qui touche notre pays aujourd'hui? Est-ce que le roi du Maroc n'a pas suffisamment de secrets sur nos dirigeants politiques avant le retour de bâton, avant cette reconnaissance du Sahara occidental et cette réconciliation, etc. On avait des relations extraordinairement tendues avec le Maroc. On ne va pas en dire plus, mais ceux qui savent comprendront. Je n'ai pas envie de faire sauter votre chaise. Juan Branco est actuellement hospitalisé sous haute surveillance des services de renseignement français. Un silence pesant entoure l'affaire, alors que l'inquiétude grandit au sein de l'opinion publique et que les soupçons d'un possible empoisonnement délibéré se multiplient. L'avocat qui avait récemment levé le voile sur une affaire explosive de chantage impliquant les services de renseignement du Marzen avait confié lors d'une émission avoir été la cible de pressions, de menaces et d'actes d'intimidation. Qui essaye de façon la plus digne et la plus respectueuse possible de la vérité, de l'intégrité, de la souveraineté nationale, de vous opposer à ce pouvoir en place, eh bien vous vous faites massacrer. Les révélations s'enchaînent, mettant au jour un vaste réseau d'espionnage, des relations douteuses et une corruption à grande échelle entre l'Élysée et le régime du Marzen. Une alliance où les principes, les constantes diplomatiques et parfois même le destin des peuples semblent pouvoir être balayés d'un simple revers au nom d'intérêts partagés. C'était un rendez-vous attendu, il n'a pas déçu. Le gala du Conseil mondial de la diaspora algérienne a rassemblé hier à Paris plus de 750 membres de notre communauté venus célébrer leur réussite, leurs liens et surtout leurs projets d'avenir. Des professionnels venus de tous horizons, mobilisés pour renforcer les liens entre tous les Algériens. C'était une soirée marquée entre autres par des hommages, des remises de trophées et des moments de fierté partagés par une communauté qui revendique pleinement sa place ici comme là-bas. Couverture à Fabel Hochette. Cadre raffiné, ambiance feutrée, accueil impeccable, le ton est donné dès les premiers pas. Plusieurs générations de la diaspora paraient de leur plus belle tenue. Entre tradition et modernité, le mélange est assumé. On prend la pause, on immortalise l'instant avec des figures connues ou simplement entre amis. Le gala du CMDA, c'est ça, un moment de fête, oui, mais pas seulement, car derrière les sourires et les flashs, une conviction circule, discrète mais tenace, celle d'un avenir à construire ensemble. Une présentation de tout ce qui met en lumière l'Algérie dans notre communauté. Avoir la possibilité de créer du lien entre le pays où on vit et le pays de nos racines, l'Algérie. Déjà de faire plus de rencontres avec les Algériens, de faire plus d'événements déjà avec les Algériens. C'est vraiment de la cohésion et c'est l'occasion pour nous de mettre en avant notre fierté. Je suis un vrai Algérien et j'aime l'Algérie et c'est prospère. Pourquoi? C'est se réunir, c'est tisser les liens. Des rêves, oui, mais portés aussi par des entrepreneurs qui veulent les incarner. Ils expriment ainsi leur engagement dans cette initiative qui entend pierre après pierre jeter un lien durable entre l'Algérie et la France. Ce type de mouvement qui favorise justement un rapprochement déjà entre les deux pays économiques. On a essayé de trouver un lien là-bas pour investir au pays. Voilà. Et en effet, le réseautage est un levier central de la stratégie du CMDA. En à peine 14 mois, la structure a fédéré plus de 45 000 professionnels algériens à travers le monde, tous corps de métiers confondus. Un maillage impressionnant qui transforme la rencontre en projet concret. Il y a des membres de la diaspora qui aujourd'hui travaillent ensemble. Ils ne se connaissaient pas.
Ils ont été identifiés grâce au CMDA, ils font du business ensemble, ils avancent ensemble. Il est important que nous puissions donner de la voix en rappelant que nous souhaitons, nous, représenter un pont entre la France et l'Algérie quand certains veulent élever des murs et être dans une situation de polémique permanente. Donc la voix de la diaspora algérienne mérite d'être entendue. Une voix qu'on préfère souvent ignorer en France, déplore le président de la Chambre de commerce française en Algérie. Il fustige une narration dominante marquée par la stigmatisation. On parle de 4 à 5 millions d'Algériens vivant en France. Il faut qu'on les voie, ceux-là aussi. Il faut qu'on arrête. Les OQTF, les voyous, ce n'est pas les mêmes. Ceux-là, les 99,9%, ce sont des gens bien, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des gens qui sont intégrés et ce sont des gens qui ont dans leur cœur toujours l'Algérie, bien sûr, leur pays d'origine, mais aussi la France, puisqu'ils sont également français. Un message relayé avec force par les élus franco-algériens, également mis à l'honneur. Vu l'actualité dans mon domaine, la chose elle est facile, c'est renforcer les ponts et les liens entre l'Algérie et la France, c'est très très important. Je sais qu'il y a des personnalités qui tentent peut-être d'affaiblir ces liens. Parmi les lauréats, Yasmine Belkayed, mais aussi des figures plus discrètes œuvrant avec le même engagement au rayonnement de la diaspora. Il n'y a pas d'avenir pour une communauté aussi ardente, aussi dynamique que celle de l'Algérie en France et ailleurs que dans l'Union. Développer les canaux de communication de cette diaspora, multiplier les ponts et les liens entre les Algériens du monde et leur pays d'origine. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec des Edia. Deux moments d'émotion ont marqué cette soirée. L'hommage rendu à Lardar Hamina, décédé le jour même par le prix du cinéma. Le seul réalisateur africain et maghrébin n'est auteur de la Palme d'Or, il y a 50 ans. Et le recueillement silencieux pour le peuple palestinien, une minute de silence et de mémoire. Au total, 750 personnes ont répondu à l'appel du CMDA, doublant ainsi la participation de leur premier événement. Signe d'un désir grandissant, celui de se retrouver, de construire ensemble et de garder l'Algérie au centre du lien. Clap de fin sur la semaine africaine de l'UNESCO à Paris. Parmi les pavillons qui ont marqué les esprits, celui de l'Algérie. Une présence remarquée, portée par une jeunesse fière et engagée. Et des éléments de notre patrimoine, comme le caftan traditionnel du Radi, qui a suscité l'enthousiasme de nombreux visiteurs, y compris parmi les délégations internationales. Amira Sefta. Au cœur de la semaine africaine à l'UNESCO, le pavillon algérien se distingue et s'impose même comme l'un des espaces les plus captivants pour de nombreux visiteurs et participants, fascinés par la richesse de son contenu culturel et l'énergie de sa jeunesse. Dans une ambiance vibrante, de jeunes Algériens ont brillamment immortalisé les moments forts de cet événement, animés par une profonde fierté de leur culture et un attachement sincère à leur identité nationale. Symbole de ce rayonnement, le caftan traditionnel du Radi algérien. Chaque fil qui le compose raconte l'histoire d'un peuple et témoigne de son ancrage dans une civilisation millénaire. Un geste fort qui a marqué les esprits était de voir des diplomates étrangers séduits par l'élégance de ses tenues dans ses moindres détails, allant même jusqu'à le porter fièrement. Bellissima! This is Algeria! À travers des gestes simples mais porteurs de sens, cette jeunesse algérienne a tissé un lien entre le passé et le présent, affirmant ainsi l'importance de la mémoire dans la construction de l'avenir. La participation de l'Algérie à cet événement s'inscrit dans une volonté claire: renforcer sa présence culturelle sur la scène internationale et préserver son patrimoine en tant que levier de dialogue et de rapprochement entre les peuples africains. Du sport à présent avec cette victoire, le club du Hussein Deymarine a remporté la Coupe d'Algérie féminine de basketball en battant en finale l'USM Alger sur le score de 45 points à 39 dans un match disputé à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Il s'agit là de la 4e Coupe d'Algérie dans l'histoire du Hussein Deymarine. Et puis on se quitte avec ces belles images d'ambiance. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie et au week-end prochain.